Correction du TP physique numéro 4 sur les spectres d'émission. Donc dans ce TP, on va aborder, le comportement de la lumière, à travers, différents objets d'analyse, voilà. Donc, petit rappel de collège, la lumière se propage en ligne droite. On parle de propagation rectiligne, dans un milieu transparent et homogène. Alors un milieu, c'est, hem, l'espace où va se passer le phénomène, donc la propagation de la lumière. Transparent, bah, je pense que vous comprenez bien, qui n'est pas coloré, qui laisse passer la lumière, sans problème. Homogène, c'est-à-dire que la matière qui est dans ce milieu, est répartie, de façon uniforme, il n'y a pas des endroits, plus concentrés que d'autres. Voilà. Donc cette lumière se déplace à une vitesse v, heu, mais cette vitesse de la lumière, n'est pas unique. Elle dépend de la matière qui va être traversée. Donc on vous propose, 2 valeurs, une dans le vide, particulièrement dans l'espace, et puis dans l'air. Alors dans le vide, on vous donne sa valeur en mètres par seconde et en notation scientifique, on parle de célérité C égale à 3,0010 puissance 8 mètres par seconde. Vous avez peut-être plutôt retenu, la valeur en collège de, 300 000 kilomètres par seconde, mais c'est équivalent évidemment. Et on voit qu'elle est plus faible par exemple dans l'eau ou dans le verre. Hein, on descend à 200 000 kilomètres par seconde. 2,010 puissance 8. Alors, la première partie du TP, c'était sur, l'effet d'un prisme sur la lumière. Alors un prisme, c'est des objets, en verre, en plexiglas, voilà, qui ont cette forme à base, triangulaire et qui vont avoir une certaine incidence sur la lumière, quand la lumière va vouloir traverser, ces prismes. Donc, on vous demandait de réaliser l'expérience 1, donc avec une source de lumière blanche. Alors la lumière blanche, évidemment vous avez celle des lampes de la maison, vous avez celle du soleil et même une flamme de bougie est considérée comme, une forme de lumière blanche. Alors on vous proposait, d'éclairer une fente, voilà, c'est un trait, tracé dans un carton par exemple, voilà, et la lumière va passer, dans ce trait que vous avez fabriqué, hein, dans ce morceau de carton. Puis regardez ce qui se passe, sur un écran, donc bon, on voit bien qu'on aura juste un trait lumineux et après on place, le prisme, heu, derrière ce carton et devant l'écran. Alors évidemment, on essaye de travailler dans un milieu, heu, sombre, donc en salle de travail, en salle de TP, ben, on ferme les volets, on ferme les rideaux, voilà, pour, observer un maximum de lumière, issue de la source blanche. Donc les résultats, eh bien, le voici. On voit à gauche arriver un rayon. En fait, c'est un ensemble de rayons, hein, c'est un faisceau. On voit qu'ils vont arriver sur le prisme, hein, je vous rappelle cet objet, à base triangulaire. Puis on voit un rayon, blanc repartir vers le haut. Oui, mais surtout, on voit, comme vous le voyez, une forme d'arc-en-ciel apparaître et qui sort du prisme. Donc première question dans cette expérience, quel est l'effet du prisme sur la lumière blanche? Eh bien, la lumière blanche est rentrée dans ce prisme. Une partie a comme rebondi, ou reparti, et puis une autre, on voit qu'au début, là, en sortant du prisme, c'est encore blanc, puis ça se décompose, ça se sépare et on voit du violet, du bleu, du vert, du jaune, peut-être de l'orange et puis du rouge. Donc le terme exact, c'est que le prisme a décomposé, séparé aussi, mais décomposé cette lumière blanche en plusieurs lumières colorées, qui se suivent, hein. Il n'y a pas d'endroit où il manque de la lumière. On remarque que la lumière rouge est moins déviée que la lumière violette.
Que peut-on en déduire sur la nature, la composition de cette lumière blanche? Eh bien, ces lumières colorées, elles viennent bien de quelque part. Ce n'est pas le prisme qui les a fabriquées, vu que c'est juste un morceau de matière. Il n'y a pas de moyen de fabriquer de cette lumière colorée avec un morceau de verre. Donc la déduction logique, c'est que ces lumières colorées se trouvaient dans la lumière blanche. Donc que finalement la lumière blanche n'est pas une lumière, mais un ensemble, une multitude de lumières colorées. Alors on doit cette découverte, ou cette logique, cette déduction, à Isaac Newton, hein, au XVIIe siècle. Alors il va pouvoir le démontrer en reprenant ces lumières colorées, en les faisant à nouveau passer par un prisme pour les reconcentrer, et on obtenait à nouveau de la lumière blanche. Voilà. Donc la lumière blanche n'est pas une lumière, mais une multitude de lumières colorées. Et c'est ça l'important. Dans une deuxième expérience, on vous proposait d'utiliser une lumière laser. Les lasers rouges, bleus, verts. Voilà. Donc en salle de travail, c'était un laser rouge. Attention, les lumières laser, les sources de lumière laser, et vous avez toujours une indication de protection, hein, à surtout ne pas mettre dans les yeux, à diriger vers les yeux. Le résultat, le voici. Un rayon incident qui va arriver, qui va taper, qui va rentrer dans le prisme. Certains vont rebondir à l'intérieur, puis il y en a un qui va ressortir. Mais je ne vois pas de changement, de couleur, de lumière, je vois pas de séparation. Donc dans cette expérience, l'effet du prisme, il a seulement modifié la direction, mais la lumière est restée telle qu'elle était à l'entrée. Alors que peut-on en déduire sur la nature de la lumière à laser? Eh bien, voilà, par comparaison à celle de la lumière blanche, la lumière laser ne contient qu'une seule lumière, la lumière laser. À votre avis de ces 2 mots, hein, question 5, monochromatique et polychromatique, lequel convient le mieux pour décrire la lumière blanche et la lumière laser? On voit que dans ces 2 mots, il y a une partie commune, chromatique. Alors ce chromatique veut dire couleur, mono veut dire seul, poly plusieurs. Donc je vais associer monochromatique, bah, à l'observation d'une seule couleur et polychromatique à l'observation de plusieurs couleurs. Et dans ce cas-là, tout devient logique. La lumière blanche est dite polychromatique car elle est composée de plusieurs lumières colorées. La lumière émise par le laser, visible encore au-dessus, est monochromatique car elle est composée d'une seule lumière colorée. Donc important ces 2 mots, monochromatique, polychromatique, bien les écrire. Alors, autre vocabulaire et notion à maîtriser, on va appeler spectre d'émission d'une lumière, la décomposition, en gros un schéma, une figure, obtenue par dispersion de cette lumière, par un système dispersif. Alors je reprends, on appelle un spectre d'émission, la décomposition, la figure. Ah, obtenue par dispersion. Donc si j'ai un prisme et que j'ai une lumière qui rentre dans ce prisme, eh bien à la sortie, je vais avoir donc une figure colorée avec du rouge, du vert, du bleu ou autre chose. Et cette figure, voilà, est appelée spectre d'émission. Et apparemment, on aura 2 possibilités, soit des spectres continus, soit des spectres de raies. Alors pour les spectres obtenus précédemment, recopier sur le schéma ci-dessous, le compléter, indiquer de quel type de spectre il s'agit. Donc un spectre, voilà, on le représente toujours sous forme rectangulaire, fond noir, et puis bah, ensuite les lumières vont être représentées par des verticales dans ce rectangle. Si on se souvient bien, pour la lumière blanche, on obtenait un arc-en-ciel.
Et puis pour le laser, on obtenait un seul rayon, donc une seule raie verticale. On comprend bien que pour la lumière blanche à gauche, les raies violettes, bleues, orange, jaune, orange, rouge se succèdent les unes à côté des autres. On va parler de spectre d'émission continu. Voilà. Il n'y a pas de manque. Il manque pas de lumière colorée. Ça se suit. Et évidemment, l'autre, c'est un spectre de raies. Je l'ai mis au pluriel parce que très souvent, vous en avez plusieurs. Les lumières laser ont cette particularité de ne faire qu'une seule raie, d'où le terme de lumière monochromatique. Chaque radiation colorée, hein, je vous ai parlé de raies, maintenant on va pouvoir être plus précis. Au lieu de dire lumière colorée, on va parler de radiation colorée. La lumière, sa nature, pourquoi ça fait du rouge, du vert, du bleu. Il y a deux explications possibles. On parle de photons, hein, des petites particules qui se propageraient. Et puis il y a une autre idée, on parle d'ondes électromagnétiques qui se propageraient un peu comme une vague. Et du coup, on va utiliser le terme de radiation pour chaque couleur observée dans ce qu'on arrive à observer dans ces spectres, hein, évidemment. Donc chaque raie verticale dans ces spectres est associée à une radiation colorée, et je lis dans le petit texte, associée à une longueur d'onde, notée, alors ce symbole grec c'est lambda. Et cette longueur d'onde est exprimée en mètres. Et particulièrement pour la lumière visible, colorée, eh bien on va être plutôt exprimé en nanomètres. Je rappelle, un nanomètre, 10-9 mètres. Donc les spectres visibles par l'œil humain, typiquement ceux de l'arc-en-ciel, sont compris entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Donc une raie bleue aura une longueur d'onde supérieure à 400 nanomètres, et puis le orange aura une longueur d'onde inférieure à 800 nanomètres, hein, vu que les bornes sont de 400 et de 800. Du coup, on vous demandait de relever sur l'appareil laser la longueur d'onde prévue pour ce rouge. Et on vous demandait si c'était cohérent avec la couleur de cette lumière. Alors, voilà, sur l'appareil était noté 650 nanomètres, nm. Et si on regarde bien les spectres, on est bien en dessous de 800 nanomètres. Et parce que le rouge, vous voyez qu'il y a beaucoup de nuances de rouge. Et celui qu'on utilise dans les lumières laser, c'est à 650 nanomètres. Une deuxième partie sur ces lampes, voilà, contenant un gaz. Un gaz qui va être modifié par le passage d'un courant électrique et qui on dit qu'il va être excité. Et ce gaz, quand il est excité, il va vouloir se calmer en émettant de la lumière. Voilà. Donc, au laboratoire, on va présenter une lampe à gaz, à côté une fente pour réduire euh, la lumière pour qu'elle puisse passer juste par une petite zone. Ensuite, la concentrer sur une lentille, puis la faire passer par un système qui est équivalent à un prisme, un réseau, hein, qui va essayer de séparer, décomposer la lumière issue de la lampe à gaz. Puis on essaye d'observer quelque chose sur l'écran. Vos camarades, eux, vont utiliser un spectroscope. Euh, donc un petit tube avec toujours pareil la fente pour faire rentrer une partie minime de lumière. Et puis à l'intérieur, juste avant l'œil, un réseau qui va réussir à séparer la lumière qui était rentrée dedans. On va utiliser 3 lampes à gaz, mercure, cadmium et sodium, et puis faire 3 observations
du coup de spectre, hein, vous savez cette bande, rectangulaire où on va p observer, bah, des raies, peut-être beaucoup de raies. C'est ce qu'on vous demandait de réaliser. Alors les 3 spectres obtenus sont là. Ils correspondent chacun à une lampe à gaz parmi mercure, cadmium et sodium. Donc les résultats sont là. Le mercure a un spectre avec, une raie violette, une radiation violette, une radiation bleue, une radiation verte et puis, un ensemble de radiations, jaunes un peu larges, heu heu, pour le mercure. Pour le sodium, on voit surtout une raie jaune. Alors il y a des raies moins visibles un petit peu, sur les bords, mais voilà, la caractéristique, c'est surtout cette raie jaune. Et puis le cadmium, heu, des raies rouges, des raies vertes, et des bleus ternes. Par exemple, la lampe à sodium, était encore utilisée, pour éclairer, des grandes surfaces comme des terrains de foot. Donc, certains terrains de football ont encore des grandes lampes à sodium qui mettent du temps à produire cette lumière jaune orangée. Voilà. Au début, c'est assez faible et puis à force qu'on dit que la lampe chauffe, eh bien, elle produit, plus d'intensité. Alors qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les spectres sont différents. Les raies obtenues sont différentes. Et par rapport au spectre de la lumière blanche, on reprend, les notions, qui étaient écrites avant. C'est que pour la lumière blanche, on a quasiment tout l'arc-en-ciel. Là, pas du tout. Donc ces 3 spectres ne sont composés que de quelques lumières colorées, quelques raies, alors que le spectre de la lumière blanche, lui, en contient une multitude sans interruption. Alors on arrive à être éclairé, hein, avec ces lampes, mais on n'a pas cette on ressent pas la même sensation que pour la lumière blanche, celle du soleil ou d'une lampe de la maison. Alors justifier l'appellation de spectre de raie d'émission, bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois, on parle de spectre car le gaz excité émet de la lumière sous forme de raies colorées. Un spectre de raies, voilà, son spectre ne contient que quelques barres verticales, quelques raies. Les 3 gaz excités donnent-ils le même spectre? Évidemment que non. On dit qu'un spectre de raie est la signature du gaz. Expliquez ce que cela peut bien vouloir dire. Comme il ne donne pas le même spectre, les raies colorées sont différentes selon le gaz qui les a émis. Je prends un quatrième gaz, un cinquième gaz, et que j'arrive à exciter et à obtenir son spectre, j'aurai des nouvelles raies. Donc les raies obtenues sont spécifiques du gaz qui a été excité. C'est donc un moyen d'identifier un gaz. Et vous verrez qu'on utilisera cette technique dans le cours de première, euh, parce que il y a des objets qui émettent de la lumière, mais qui sont trop loin pour savoir leur composition. On pense évidemment aux étoiles. Et par exemple, si on essaie d'observer et de réaliser le spectre de la lumière du soleil, c'est un spectre de lumière blanche, et si on a du matériel très poussé, on va avoir ce spectre continu, mais à certains endroits, il va manquer des radiations colorées. Voilà. J'en dis pas plus, ça sera pour le programme de première d'enseignement scientifique, par exemple. On sait que ces raies qui manquent seront sûrement dues à des gaz présents dans la couche externe du Soleil. Alors, on vous demandait de compléter un petit bilan d'avant-cours. Le spectre de la lumière émise par un corps chaud est un spectre, alors si on pense à la lumière du Soleil, c'est un spectre continu, car toutes les couleurs qui la composent se suivent sans interruption. Spectre continu. Le spectre de la lumière émise par le laser est un spectre de raies. Un gaz, basse pression, température élevée, mais une lumière constituée d'un nombre restreint de lumière colorée, appelée aussi radiation.
ces quelques radiations, chacune une bien déterminée. Ah, alors ça, voilà, on l'a pas vu trop longtemps, mais voilà, typiquement le laser qu'on a utilisé, c'était cette radiation rouge-là et pas une autre. Donc, si on se rappelle bien, c'était une longueur d'onde. Lorsqu'on cette lumière, on obtient un spectre. Alors pour obtenir un spectre, il faut décomposer ou disperser la lumière. On obtient un spectre et ce spectre est alors un spectre de ray d'émission et ce spectre est caractéristique. Alors caractéristique, c'est, voilà la signature, c'est la preuve de l'entité chimique qui a émis cette lumière. Alors pour aller un petit peu plus loin, on peut s'intéresser, au spectre issus des lumières, communes qu'on utilise, des lampes pardon, communes qu'on utilise et en ce moment, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de lampes à DEL ou LED qui sont, vendues, utilisées, mais il y en a encore des anciennes. Certaines commencent à être interdites comme les lampes à incandescence, voilà et sinon il y a les lampes fluocompactes, elles, qui contiennent un gaz. Donc on vous demandait, alors en classe pardon, le professeur va, heu, utiliser un logiciel qui va permettre d'analyser très vite, heu et d'obtenir des spectres très rapidement et précis. Donc on utilise, cet appareil à droite qui est relié à une fibre optique. Pour ceux qui ne savent pas, la fibre optique va pouvoir, heu, récupérer de la lumière sans la détériorer et puis l'amener jusqu'au système. Donc le manipulateur, pointe cette fibre optique vers la source lumineuse, puis, l'appareil, l'analyse, transmet en fichier informatique qui est reproduit après sur l'ordinateur portable où on voit un spectre à la fois avec les raies, les radiations et leur intensité, respective. Donc on a plus d'informations que sur un spectre simple rectangulaire. Alors, le résultat de la manipulation, serait que la lampe halogène produit, voilà, un spectre, avec beaucoup de lumière colorée, certaines un peu moins intenses que d'autres, hein, à gauche et à droite là, sur le bleu et sur le rouge. Pour la lampe DEL ou LED, pareil, on a pas mal de radiations avec quand même certaines très assez faibles. Par exemple, le rouge est est très peu représenté. Et puis la lampe fluo compacte, où là, il y a beaucoup moins de radiation, beaucoup moins. Des principales, hein, on voit le vert, le bleu et un orange rouge. Alors du coup, la conclusion, c'est que, heu, le spectre, d'une lampe halogène est un spectre d'émission continue. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de radiation et que dans ce cas-là, c'est une lumière évidemment, polychromatique. La lampe LED ou DEL, elle aussi est considérée comme un spectre continu et aussi du coup comme une lumière polychromatique. La lampe fluo compacte, elle, voilà, il y a quand même des manques. Il manque vraiment des grandes zones de lumière colorée. Donc, elle, on va plutôt dire un spectre de raies et quand il y a plusieurs raies, assez larges, on parle de bandes. Mais on va quand même rester sur une lumière polychromatique. Parce que je vous rappelle que ces lampes fluo compactes servent à éclairer la maison et qu'on les considère, comme une lumière blanche. Heu, voilà, ça suffit pour nous éclairer, mais c'est une lumière blanche, mais il y a pas tout. Il y a pas toutes les lumières colorées, il y a pas toutes les radiations et pourtant on a une sensation de blanc. Donc pour ceux qui se rappellent un petit peu leur, cours de collège, pour faire de la lumière blanche, bah, il suffit de 3 lumières colorées, du rouge, du vert et du bleu. Le spectre de la lumière émise par un corps chaud, donc dernière partie, on peut penser, oui, à des flammes, à des feux, à des quoi d'autre? Oui, du métal en fusion, voilà, bon. Il y a, un lien avec la température, hein. Très souvent, on utilise l'expression, «chauffer à blanc». C'est-à-dire que la température est tellement élevée que le métal, s'est mis
à émettre, presque une lumière blanche. Alors on peut faire l'acquisition de spectres avec une lampe halogène en modifiant, son intensité lumineuse et du coup, à l'intérieur, le filament, aura changé de température. Donc les 3 spectres que je vous les représente directement, les voici. Si on les compare, eh bien, il y a un peu plus de lumière, c'est plus lumineux sur la première. Hein. Sur la première ligne, le spectre a l'air plus lumineux que sur la dernière et on vous met à côté que, bah, en fait, on avait diminué l'intensité et aussi la température, du, heu, du filament. Donc la conclusion, le spectre de la lumière émise par un corps chaud dépend évidemment de sa température. Il s'enrichit vers le violet. Donc s'enrichir vers le violet, c'est-à-dire qu'il y a plus de radiation violette. Et là, si j'observe bien, le résultat, le violet, je le vois apparaître surtout en haut, donc quand la température était plus élevée. Donc il s'enrichit vers le violet quand la température augmente. Voilà, cette correction est terminée.